Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Burning Banners publié par Compass Games en 2024. Dans cette vidéo, on va voir les combats et le pillage. Alors, les combats dans ce jeu-là, c'est une question de... On lance des dés, puis on essaye de pogner 5 ou plus. Puis chaque unité a un certain nombre de lignes blanches et ou noires. En haut à droite, ça représente le nombre et le type de dés qu'elle brasse. Ce jeu-là vient avec des D6 qui sont blancs et des D8 qui sont noirs. Donc les D8 sont meilleurs que les D6, évidemment, pour pogner 5 ou plus. Puis des fois, des unités comme les pauvres mineurs vont lancer seulement un tout petit dé blanc en combat, tandis que vous allez avoir des unités comme par exemple ces Black Axe-là qui vont lancer un D8 puis 3 D6 pour le combat. Fait que, en gros, là, chaque camp lance, chaque unité lance son nombre de dés. On regarde s'il y en a qui ont pogné des 5 ou plus. Chaque 5 ou plus, c'est un hit. Puis la twist, c'est que chaque 7 ou plus est un coup critique potentiel. Alors évidemment, pogner 7, ça vous prend un D8. Vous ne pourrez jamais pogner de critique avec des dés blancs. Mais si avec un ou plusieurs de vos D8, vous pognez 7 ou plus, à ce moment-là, pourquoi je dis c'est un coup critique potentiel, c'est que là, vous allez prendre ça en note. C'est un hit, évidemment, assurément. Mais pour chaque critique potentielle que vous avez eu, vous allez prendre un dé blanc, peu importe le type de dé que vous avez brassé. Vous allez rouler ce dé blanc-là, et si ce dé blanc-là fait un hit à son tour, c'est-à-dire un 5 ou plus, si on veut, ça confirme le critique, puis votre critique compte double. Par exemple, supposons que cette grosse brute-là ici, qui a un D8 puis 3 D6, avec son D8 roule 8, puis avec ses 3 D6 roule 5, 3 puis 2. Ben, il y a 2 hits au minimum en banque. Le 8 qui a été pogné avec le D8 est un critique potentiel. Je prends un autre dé blanc, je le roule. Si je pogne 5, je fais un troisième hit à ce moment-là. Fait qu'on n'est jamais sûr de rien. On peut même faire potentiellement, c'est rare, là, mais potentiellement plus de hits que le nombre de dés qui sont lancés par l'unité. Là. Comme je disais, faut être relativement mardeux. Là. Mais ça, c'est la mécanique de base des combats. Fait que c'est pour ça que c'est assez rapide les combats. On roule des dés. Puis c'est, je dois dire, assez excitant là, si c'est dans votre sphère de préférence. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça rouler des dés. Là. Euh, Fait que là, il y a plusieurs résultats possibles. Ça se peut que ni un ni l'autre on pogne des hits. L'attaquant et le défenseur ne pognent aucun hit. À ce moment-là, il ne se passe rien. Ça se peut que l'attaquant et le défenseur pognent le même nombre de hits. À ce moment-là, c'est un résultat nul. Qu'on va y revenir des petites particularités à ça plus tard. Puis ça se peut qu'un camp ait plus de hits que les autres. Fait intéressant à noter, il n'y a pas de retraite dans ce jeu-là. C'est rare en crise. Probablement qu'on s'est sauvé 2 pages de règles. Il n'y a pas de retraite dans ce jeu-là. Si un camp a plus de hits que l'autre, vous allez faire la différence. Puis la différence, dans le fond, c'est le nombre de dommages que l'unité perdante doit se ramasser puis doit se manger. Là. Fait qu'étant donné que la stacking limite, c'est une seule armée par hexagone, ça va quand même assez vite. La majorité des armées ont 2 côtés. Rappelez-vous, là, fait que si cette grosse unité-là mange un hit, elle peut devenir weakened. Fait que ça, elle a bouffé un hit en faisant ça. Si jamais il faut qu'elle bouffe un deuxième hit, ben bye bye, elle est morte. Mais elle revient dans ce cas-là sur le player board des orques. Puis les orques vont pouvoir la reconstruire s'ils veulent plus tard. Mais pour l'instant, elle est morte. Un héros qui se fait assigner un hit est mort lui aussi. Fait intéressant, même les héros reviennent. À la fin du tour, vous allez prendre vos héros qui ont été éliminés, puis vous allez les rebrasser avec vos héros qui sont encore disponibles. Ce n'est qu'un au revoir dans leur cas. Là. Fait qu'évidemment, si vous faites 10 hits de différence, ça ne calissera pas grand-chose. Là. Habituellement, 2 ou 3 hits de différence, c'est probablement le maximum qu'on vise, parce que même s'il y a un héros qui est stacké avec l'unité en question, 3 hits, puis tout ce beau monde-là est mort. L'unité va prendre 2 hits. Si elle était fraîche, le héros va prendre un hit, puis merci, bonsoir. Certaines unités, c'est le cas des petits scouts ici, on le voit, là, ils sont sur leur côté frais, mais malgré tout, ils ont une espèce de truc à droite de leur counter. Là. Ça veut dire que ça, c'est une unité fragile. Elle n'a pas de deuxième step. Un seul hit est suffisant pour tuer les orques scouts. Fait que dans Vassal, si vous faites Weekend pour la flipper, là, on voit elle a pas de verso, donc elle est éliminée automatiquement si elle bouffe un hit. Parlons de cette unité-là, parce qu'on va commencer à checker des petites icônes spéciales. Fait qu'on voit les 2 flèches qu'il y a en bas à gauche. Là.
Ça veut dire que cette unité-là, c'est une unité qui attaque à distance. Qu'est-ce que ça calisse d'attaquer à distance? Ben, en cas d'égalité, mettons, j'ai fait un hit, vous avez fait un hit, j'ai une unité qui attaque à distance, cette unité-là gagne les égalités. Puis à ce moment-là, va quand même, malgré le fait que le nombre de hits est égal, va quand même infliger un hit, par exemple, au défenseur. Ça ne s'applique pas si aucune des deux unités. Si ça finit 0-0, ça ne s'applique pas, autrement dit. Fait que le jeu fait une nuance entre une égalité 0-0 puis une égalité 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Là. Fait que 0-0, il se passe rien. Et même vos unités qui tirent à distance collent rien. Mais dès que c'est égalité 1-1, 2-2, 3-3, puis ainsi de suite, là, si un camp a une unité qui tire à distance puis l'autre non, c'est le camp qui a une unité qui tire à distance qui gagne le combat puis qui va infliger finalement un hit à l'autre malgré le fait que c'était égal. Bon, fait que ça c'est pour les combats, tu sais, fait qu'on on peut se faire, là, on va quand même avoir du plaisir ici, là, puis là je vais fucker le setup, là, puis c'est pas grave, là, fait que tu sais, on va faire un beau petit combat épique entre eux autres puis eux autres. Fait qu'admettons qu'eux autres décident d'attaquer eux autres, ils s'en prennent quand même à plus fort qu'eux autres, mais c'est embêtant des fois les odds, le nombre de dés, tu sais, les Black Axe lancent un dé de plus, mais c'est quoi ça, Iron Legion ont un dé 8 de plus par rapport à un D6. Fait que comment ça va revirer, c'est ce que nous allons voir. Fait que les Black Axe, admettons, attaquent. Fait qu'ils ont un D8, 3 D6. Fait que je m'en viens ici. Un D8. Je pogne 5, c'est bon pour un hit. Puis je lance mes 3 D6. Je pogne 1, 2, 5. Fait que j'ai quand même fait 2 hits. C'est très bon. J'ai pas de critique. Eux autres, maintenant, 2 D8. Oh, Chris, ils pognent 6 et 8. Fait que là, je retiens qu'il y a 2 hits, dont un critique potentiel. Mais je finis de rouler toutes mes dés pareil. Fait que là, je roule le dé blanc. Oh là là, ça va mal, ils pognent 5. Fait que là, au minimum, les nains ont 3 hits à 2. Mais en plus, là, je dois confirmer ou non le critique. Fait qu'on rappelle que confirmer ou non le critique, c'est tout le temps un dé blanc. Puis je vise de pogner 5 ou plus. Fait que voyons voir si la log des nains se poursuit. Et non, ça se termine là. Fait que résultat final, 3-2 en faveur des nains. Je fais la différence, un hit que je dois infliger sur cette unité-là ici. Voilà, c'est tout. Puis si c'était moi qui attaquais, ça compte comme l'action de mon unité. Puis dans le fond, on présume qu'elle a fait son déplacement avant. Puis c'est terminé. Bon, souvent, OK, il y a des affaires qui modifient le combat. Le terrain, évidemment, fait que montagne, forêt, swamp et les rivières mineures, par exemple, si l'attaque avait eu lieu ici. Même principe, eux autres attaquent eux autres. Les nains auraient eu un dé blanc de plus. Attaqué à travers une minor river, si on veut. Si le défenseur est vraiment juste le défenseur, se trouve dans les montagnes, dans la forêt, dans la swamp, c'est un dé blanc de plus. Si le défenseur se trouve de l'autre côté d'une rivière majeure, genre ça ici, donc ça c'est une rivière majeure là, avec les contours plus noir foncé, c'est 2 dés blancs de plus pour le défenseur. Fait qu'à un moment donné, ça s'accumule, le nombre de dés additionnels, là, et puis la probabilité de pogner 5 sur chacun de ces fucking dés-là, ça commence à s'accumuler. Bon, on va les remettre top shape, là, ces beaux bonhommes-là. Là. Maintenant, ça va arriver souvent, surtout en tout cas dans ce scénario-là. Je ne peux pas parler tant pour les autres, parce que je n'ai pas tant joué d'autres scénarios. Là. Mais dans ce scénario-là, vous allez souvent attaquer des villages qui sont vides. Mais les villages, vous l'aurez deviné, ne sont jamais complètement vides. Commençons avec un cas vraiment de base où j'attaque ce village-là, qui est l'exemple le plus tout nu de village et le plus facile à prendre qu'il ne peut pas y avoir. Ces villages-là qui n'ont rien d'autre, absolument rien d'autre, euh, vont quand même se défendre avec une garnison qui roule un dé blanc. On ne sait jamais. On a déjà vu des scénarios plus loufoques que ça. Euh, la garnison s'implique uniquement s'il n'y a pas d'armée dans l'hexagone. Fait que si le Iron Legion est ici dans le cas d'une attaque comme ça, le Iron Legion dit aux villageois tassez-vous, on a les choses bien en main, on va défendre le village. Puis à ce moment-là, la bataille se passe pareil comme on a fait tantôt entre les Black Axe puis le Iron Legion. Alors c'est vraiment dans le cas des petits villages comme ça, là, la garnison s'implique si et seulement si il n'y a pas d'armée dans le village. Ici, c'est la même affaire, mais on voit une petite icône spéciale, une genre de tour, là, forteresse, whatever. Cette icône-là veut dire que ce village-là est fortifié, donc un petit peu mieux défendu. L'attaquant soustrait 1 à ses dés.
Fait qu'autrement dit, ça prend des 6 maintenant pour l'attaquant pour venir à bout de faire du dommage, alors que la garnison qui est ici dans ce cas-là lance un seul des blancs peut-être, mais doit pogner des 5. Fait que ça fait quand même une différence. À noter que ces fortifications-là n'impactent pas la confirmation des coups critiques. Fait que si vous faites un coup critique, vous allez quand même prendre un des blancs puis vous allez essayer de pogner 5 pour confirmer votre critique. Mais c'est plus dur de faire des hits ou des touches en partant. Il y a quelques endroits, mais c'est rare en calice, on le voit ici, j'ai quasiment pas le choix de zoomer parce que la différence est vraiment subtile. Fait que vous voyez ici le même petit icône, mais à l'intérieur d'une espèce de cercle avec des pics là, dedans. Là. Fait que ça, c'est des fortifications magiques. L'attaquant soustrait 2 à ses jets, ce qui veut effectivement dire que c'est impossible, avec des dés blancs, de faire des hits contre ces places-là. Ça commence à être assez sérieux, ces places-là, à prendre, puis vous aurez remarqué que c'est pas commun. On voit pas ça à beaucoup de places. En fait, sur ces deux maps-là, c'est la seule fucking place qui a une patente de même. Toutes les autres, c'est dans des cercles normaux. Là. Fait que vous avez besoin d'être grillé de D8 pour être capable de prendre une place de même parce que ça va être rushant en sacrament. Là. -2, ça commence à être, ça commence à être tough. Ça vous prend des 7 ou plus pour faire un 8. Mais n'empêche, un peu comme dans les bonnes vieilles éditions de Donjons et Dragons, si vous pognez un 7 ou plus, non seulement vous touchez, mais ça demeure quand même un critique potentiel. Et c'est là où les fameuses tours de siège entrent en jeu, entre autres. Fait que tour de siège, oui, ils peuvent lancer un dé noir quand ils se battent ou quand ils se défendent. Là. Mais la principale utilité des tours de siège, c'est si elles sont adjacentes à un endroit qui est fortifié. Quand vous allez attaquer cet endroit-là, chaque tour de siège va venir annuler un niveau de fortification. Fait que si j'ai une tour de siège, dans l'exemple que j'avais en bas ici, là, qui est collé ici, quand mes Black Axe vont attaquer ce village-là, c'est comme s'il n'était pas fortifié. La tour de siège annule la fortification. Je pourrais avoir potentiellement dans un scénario à plusieurs avec des alliés, parce que chaque camp a seulement une seule tour de siège. Je pourrais avoir 2 tours de siège ici, la mienne puis celle de mon ami. Puis j'attaquerais avec une unité, par exemple, qui serait là, puis ça annulerait les 2 niveaux de fortification de cette grosse crise de place-là. À noter que dans le cas des villages, pour éviter de vous casser la tête, l'auteur a mis, fait que par exemple, ce village-là de Drakenhold est considéré un village dans une montagne, donc les défenseurs bénéficient du bonus des montagnes. Il y a des villages qui sont considérés dans des forêts, puis il y a peut-être même des villages qui sont considérés dans des marécages. Il n'y en a peut-être pas sur cette map-là, je ne sais pas s'il y en a sur les autres maps, là. Mais cassez-vous pas la tête juste à regarder la map, à dire si tu es dans une forêt, ça oui ou non. Tu sais, lui, il est sur le bord de la forêt, ben, il n'y a pas l'icône, fait que ça marche pas. Là. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait le petit icône ici pour donner le déblant additionnel, puis qui considère que le settlement à ce moment-là est dans une montagne ou est dans une forêt. Là. Les villes, c'est tough en tabarnak à prendre. Les villes, c'est ceux qui ont une petite étoile rouge comme ça. Là. Fait qu'une ville donne 3 des blancs de plus. Je répète, 3 des blancs de plus. Et c'est pas juste la garnison. Là, la ville va donner ce bonus-là, même s'il y a une unité dans la place. Par exemple, si je remets mes Iron Legion ici, où sont-ils? Ils se sont promenés pas mal. Iron Legion ici qui se fait attaquer par les Black Axe, là. Ben, c'est un des noirs et 3 des blancs contre 2 des noirs, un des blancs, plus 3 des blancs, plus un autre des blancs pour la montagne. Et c'est fortifié par-dessus le marché. Fait que ces pauvres Black Axe-là lancent un des noirs, 3 des blancs, doivent pogner 6 ou plus. Puis ici, on est rendu à quoi? 2 des noirs plus 5 des blancs pour pogner des 5 ou plus. Fait que tu sais, c'est tough en tabarnak. Alright, si l'attaquant gagne, puis élimine complètement le défenseur, rappelez-vous, il n'y a pas de concept de retraite. Fait que dans l'exemple que j'avais tantôt, même si c'est mes Black Axe qui gagnent le combat puis qui infligent un 8 aux nains, le résultat final, c'est ça ici. Les nains ne sont pas tenus de retraiter. Ne peuvent pas retraiter, en fait, carrément. Mais ça va arriver quand même assez souvent où l'attaquant va péter le défenseur complètement, va éliminer le défenseur complètement. Puis à ce moment-là, l'attaquant peut avancer, il n'est pas obligé, sauf s'il attaque un settlement, dans lequel cas il est obligé d'avancer. Si je suis ici, je lance mon dé noir et mes 3 dés blancs, je pogne plus de hits que la pauvre garnison qui est ici, je suis obligé d'avancer. Et si j'avance à ce moment-là, je pille d'abord et avant tout, fait que ça me donne 2 piastres.
Universellement, ça donne 2 piastres de piller, sauf que ça donne 3 piastres si vous êtes les orques ou les gobelins, qui sont des maîtres pilleurs qui ont appris à bien fouiller dans les raccoins des maisons pour trouver tous les bijoux et les objets de valeur. Alors évidemment, une city qui donne 3 des blancs de plus, c'est plus d'ouvrage. Par contre, ça double la valeur du pillage. Et quand même, si vous pouvez éviter de vous frotter à ça, je vous le conseille parce que c'est tough en calice. Même les orques et les gobelins ou toute autre unité, quand vous prenez possession d'un village comme ça, vous pouvez mettre un marqueur de contrôle. Ce marqueur de contrôle-là, on en a déjà parlé, va vous permettre de guérir vos unités, va vous permettre de bâtir d'autres unités plus proches de l'action, dans le cas des orques et des gobelins. Par contre, dans le cas des orques et des gobelins, il ne faut pas oublier qu'au début du tour, vous devez payer une pièce pour chaque marqueur de contrôle que vous avez, tandis que pour toutes les autres factions, d'avoir de nombreux marqueurs de contrôle, c'est juste bon pour vous autres parce que ça monte votre revenu, puis ça monte votre income. L'option alternative pour les orques et les gobelins, en fait pour n'importe qui, là, mais c'est surtout les orques et les gobelins qui vont faire ça, c'est de raser la place. Alors là, si vous rasez la place, vous ne mettez pas de marqueur de contrôle, ça ne vous coûtera rien d'entretenir ça. Puis dans le cas de ce scénario-là, puis des orques et gobelins, ben, ça compte quand même dans votre condition de victoire de raser des places plutôt que de les contrôler. Fait que ça devient un pensez-y bien, je dirais, dans votre cas, est-ce que vous voulez prendre le contrôle des places ou est-ce que vous voulez les raser. À noter qu'au début du tour des orques et des gobelins spécifiquement, avant de devoir payer pour chaque marqueur de contrôle que vous avez sur la map, vous pouvez décider de raser des villages que vous avez. Puis si vous décidez de le faire à ce moment-là, ils appellent ça laying waste. Alors là, vraiment, vous rasez la place. Mais vous trouvez quand même des petites affaires à gauche et à droite qui avaient échappé votre regard au début. Vous pouvez looter la place une autre fois. Fait que vous lootez la place une dernière fois, ça veut dire que oui, vous pourriez looter en prenant possession de la place une première fois, mettre un marqueur de contrôle, puis quand vous arrivez au début du tour, vous checkez les conquêtes que vous avez faites, puis vous dites, sais-tu quoi, ce village-là, je peux me permettre de m'en passer, fait que je rase la place, puis je reprends encore le fric, le même fric que j'avais pris quand je l'avais pillé. Là. Un village qui est rasé, bon, si ça c'est rasé ici, puis que les nains en reprennent possession, là, les nains au coût de 2 piastres peuvent remettre l'endroit, peuvent rebâtir, remettre l'endroit en état de fonctionner. Puis à ce moment-là, ils vont remettre un control marker, puis ça va se remettre à contribuer à leur income. Right, l'autre petite icône spéciale, faut que j'aille voir rien que les nains dans ces deux factions-là qui non, il y a un petit icône spécial qui est ici, qui appelle Stealth là, finalement, là, qui est comme d'agir en douce ou en catimini. Là. Fait que dans le cas d'un combat ici entre les Black Axe et les Dragon Slayers, étant donné que les Dragon Slayers ont l'option de stealth, avant de résoudre le combat, les Dragon Slayers peuvent dire est-ce qu'ils tendent une embuscade au Black Axe. S'ils décident de le faire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rouler leur dés. Donc, eux autres, dans leur cas, c'est 2 dés noirs. Allons-y. Je pogne 5 et 7, un petit bon exemple. Fait que, peu importe le nombre de hits que je pogne, je vais infliger un et un seul hit à l'unité. Sauf si j'ai pogné des critiques, et c'est le cas. J'ai pogné un critique potentiel ici. Alors là, même principe, je confirme mon critique. Je n'ai pas réussi. Fait que là, malgré le fait que j'avais pogné 2 hits, j'inflige seulement un hit à l'adversaire. Si j'avais confirmé mon critique, j'aurais pu infliger 2 hits. Puis si j'avais pogné 2 critiques confirmés, j'aurais pu infliger 3 hits. Fait que la seule façon d'infliger plus qu'un hit quand vous tendez une embuscade, c'est de confirmer vos critiques. Sinon, vous infligez un hit. Si l'unité à ce moment-là, après ça, est toujours là, donc autrement dit, si elle était full puis que là, elle est juste maganée, elle peut à son tour faire la même calice d'affaires. Fait que là, elle va rouler ses dés. Fait que là, dans le cas des Black Axe, un des noirs, pogne 8, bravo, 3 des 6, 2, 2 et 6. Fait qu'il y a 2 hits plus un critique potentiel. Fait qu'on confirme le critique potentiel, non. Fait que même principe, on a infligé 2 hits. Par contre, sur une riposte à une embuscade, il va infliger un hit aux Dragon Slayers. Fait qu'évidemment, c'est la principale utilité de ça, c'est que si jamais, par exemple, on était dans une situation comme ça à l'origine, les Dragon Slayers ont une hostie de bonne raison de faire une embuscade, parce que s'ils réussissent à infliger un hit aux Black Axe, les Black Axe disparaissent et ne peuvent pas riposter. Par contre, dans une situation où on était comme ça, à moins de pogner des critiques, c'est fort probable que chaque camp va s'infliger un hit. Mais en même temps, c'est intéressant parce que vous venez de, en tout cas, à moins encore là de confirmation de critique,
vous augmentez les chances que seulement un hit va être fait d'un côté ou de l'autre, ce qui peut être à l'avantage d'un camp ou d'un autre. Fait que disons, c'est pas ma mécanique préférée, là, l'embuscade, là, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Dans ce scénario-là, de toute façon, c'est rare parce que les orques ont, curieusement peut-être, aucune unité qui tend des embuscades, puis les nains ont seulement les Dragon Slayers qui permettent de le faire. Fait que c'est pas mal ça. Au niveau des héros, ben, la grande majorité des héros ne fournissent pas de dés en combat, mais ça tombe bien, on a un petit exemple dans notre truc. Fait que Gone the Unbreakable, c'est son habilité, lui, de fournir un dé noir en combat. Fait que lui, s'il est stacké avec une autre unité, il va fournir son dé noir pour être capable d'aider à taper, là. Mais sinon, là, je vous dirais que 90% des héros dans le jeu ne fournissent pas de dés. En tout cas, ils sont là pour caster des spells ou sont là plus pour leurs petites habilités spéciales là, plutôt que pour leur force de frappe, là. Ah, puis envoyez donc, tant qu'à finir cette affaire-là, on va vous parler des deux derniers types d'unités. Fait qu'il y a des unités qui sont considérées comme étant férales. Fait que faut le savoir, là, mais c'est, voyez ici le cache pour bâtir cette unité-là, là, qui a une espèce de deux yeux comme méchants, là. Bref, ça a l'air un petit peu différent là, comme truc, là. Ce sont des unités férales, ça veut dire que même selon les standards orcs, c'est des unités bêtes et méchantes et qui n'ont aucune intelligence. Même pas assez, autrement dit, là, tu sais, pour faire des manœuvres compliquées. Fait que euh, puis il y a un autre type d'unité. En fait, c'est le cas de celle-là, mais je vais en amener une autre qui est seulement ça, là, pour vous montrer un exemple. L'autre type d'unité qu'on n'a pas vu, c'est les unités géantes, là, qui sont celles dont le movement factor est à l'intérieur d'un hexagone noir. Fait que les Dire Ravens volent, sont férales et sont huge. Le Storm Giant, lui, par exemple, est seulement huge. Seulement huge. Checker son nombre de dés. Tabarnak, style les nains n'ont juste un, là, mais Chris, quand ils le bâtissent, sauf qu'il y a beaucoup de limitations. Fait que ce qui est commun aux deux, là, c'est que les armées férales et huge ne peuvent pas faire de ship movement. Trop pesant pour embarquer sur un bateau, ou trop sans dessin pour embarquer sur un bateau. Ne peuvent pas piller, ne peuvent pas placer de control marker. S'ils rentrent dans une ville, ils rasent la ville automatiquement. Fait que dans le cas des unités géantes, ils sont tout simplement passés subtils, style de 2-3 pas dans une ville de même, puis ils vont tout casser, puis tout colisser à terre de toute façon. Fait qu'ils peuvent pas piller, peuvent pas placer de control marker, donc vont raser systématiquement. Euh, fait que ça, c'est ce qui est commun finalement là, aux deux types d'unités. Les unités férales seulement, s'ils ont un héros avec eux autres qui n'est pas féral, ça annule tous ces inconvénients-là, là. Fait qu'autrement dit, même notre ami Gone de The Unbreakable, qui doit pas être comme on dit, le pogo le plus dégelé de la boîte, ou le crayon le plus aiguisé du coffre, mais même notre ami Gone, The Unbreakable, est capable de calmer les Dire Ravens, puis de dire, écoutez les amis, là, euh, puis là, tu sais, je dis ça, mais en même temps, les Dire Ravens sont huge aussi, là. Mais en tout cas, imaginez que les Dire Ravens seraient seulement férales. S'ils sont avec un héros qui n'est pas féral, il est capable de les calmer, puis ils sont capables de rentrer dans la place, puis de quand même prendre le contrôle de la place. Donc, un héros qui n'est pas féral avec une unité férale élimine tous ses malus. C'est pas le cas des unités qui sont huge. Malheureusement, on peut pas faire. Quand on est gros, on peut pas rien y faire. Puis pire que ça, les unités qui sont huge, par exemple, si je bâtis un Storm Giant ici, il doit absolument coalisser son camp. Il ne peut pas finir son mouvement dans un settlement qui m'appartient. Que j'ai même pas de place pour l'abriter, esti, j'ai pas de place pour le. Fait que je le construis, esti, je finis de le bâtir, puis je le pousse. Ah ouais, il sort d'ici au plus calice avant que tu casses tout. Fait que si je le bâtis ici, il doit absolument sortir, il ne peut jamais finir son mouvement. Les unités huge ne peuvent pas finir leur mouvement, même dans un settlement gentil. Puis là, il est très fort, là, mais calice, par exemple, s'il attaque cette place-là, là, ben bang, esti, il réussit, puis il réussit à torcher eux autres, ben, il rentre ici, puis il casse tout, là. Fait qu'éventuellement, il va falloir que je le sorte de là, puis j'amène des unités un petit peu plus civilisées là, pour venir rebâtir la place. Fait que c'est souvent des grosses unités qui sont puissantes comme le Chris, mais qui déplacent beaucoup d'air, puis qui causent pas mal d'affaires qui sont pas très subtiles, on va le dire de même. Puis petit rappel, ou en tout cas, peut-être pas un rappel, mais je le dis, fait que les Dire Ravens, je rappelle qu'eux autres, ils volent. Fait que, tu sais, Dire Ravens qui attaquent ici se calissent de la rivière, évidemment, parce qu'ils volent. Donc, le Storm Giant, à ce moment-là, n'aurait pas un dé blanc de plus.
C'est pas mal ça pour les combats de base. Là, on va voir comment que la magie dans la game avancée, ça vient fucker le chien là-dedans. Là, mais tu sais, il va y avoir quand même une couple d'autres affaires à parler. Là. Puis, question de bien asseoir les concepts, je vais peut-être reprendre mon save, puis faire un tour justement avec les orques, puis bâcher une coupe de petits villages, puis les prendre, puis en donc, là, tu sais, pour vous faire rentrer les concepts un petit peu. Là. Fait que manquez pas la suite. À plus.